à tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires. Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir La Marmite, une comédie judiciaire de René Lefebvre, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Avant tout, chères auditrices, chers auditeurs, j'ai beaucoup de joie à vous dire, au nom de l'équipe tout entière de Faits divers, combien nous avons été touchés par les envois de vœux de Nouvel An que vous nous avez adressés, très nombreux et tellement amicaux. Ces vœux nous ont apporté non seulement vos encouragements, mais davantage encore votre affection. Croyez que nos vœux vont aussi vers vous, bien sincères. L'aventure que nous allons vous conter ce soir a ceci de particulier qu'elle pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Vous passez paisiblement, innocemment dans une rue. Soudain, par suite d'un coup de vent, un pot de fleurs vous tombe sur la tête. Vous vous effondrez, on vous transporte dans une pharmacie, puis dans un hôpital, d'où vous sortez le crâne enveloppé de bandelettes qui vous font ressembler à l'homme invisible de Wells. Telle est la mésaventure qui est arrivée récemment à M. Édouard Gabarreau, 53 ans. C'est bête comme chou, bête comme la vie quand elle se mêle d'être bête. C'est pourtant à partir de ce fait divers banal que le célèbre comédien René Lefebvre, qui est aussi, comme chacun sait, un excellent écrivain, a composé pour vous l'histoire que vous allez entendre dans un instant. Il l'a intitulée La Marmite. Pourquoi Lefebvre préfère-t-il les marmites aux pots de fleurs? Aurait-il par hasard plus de goût pour la gastronomie que pour la décoration? Mystère. Toujours est-il qu'il a fait dans cette marmite une cuisine savoureuse, épicée à souhait, et que vous apprécierez tous, nous l'espérons. René Lefebvre, Paul Fèvre, Geneviève Morel, Jean Valton et Jacques Provin dans La Marmite, une comédie de René Lefebvre. Le point de départ du fait divers que nous vous présentons ce soir est d'une insignifiance parfaite. Je dis bien le point de départ, car les suites, conséquences, ramifications et rebondissements de cette marmiteuse affaire s'étalent sur quelques 26 mois d'activité judiciaire, compte tenu des vacances et des délais d'appel. 2 inspecteurs de la sûreté, 1 commissaire de police, 3 experts psychiatres, 2 juges d'instruction, 5 avocats, 11 témoins, sans compter les assureurs, huissiers, avoués, présidents de chambre, juges, assesseurs, procureurs de la République et autres membres de la magistrature debout ou assises, durent se pencher sur le cas intéressant, certes, mais un brin fastidieux à la longue de M. Arsène Boutmy, plombier zingueur en chômage et, en l'occurrence, infatigable plaignant. Mais voici les faits. Par un beau matin d'avril, Jules Hector à la Plantive, garçon de café au service de Madame Dour, débitante de boissons dans un faubourg de la capitale, était occupé à laver les vitres d'une fenêtre donnant sur la rue et sise au premier étage, juste au-dessus de l'établissement de sa patronne. Pour ce faire, il se servait d'un récipient métallique contenant l'eau tiède et l'éponge, généralement employée pour ce genre de travail. Tout porte à croire que M. à la Plantive, Jules Hector, fit à un certain moment un faux mouvement, lequel eut pour résultat de précipiter dans la rue le matériel précité, imprudemment placé sur le rebord de la fenêtre. L'ustensile tomba d'abord sur la verrière, qu'il brisa au passage, puis sur le crâne de M. Boutmy, Arsène, qui passait sur le trottoir à cet instant malheureusement précis. Allons, bon! Oh! Oula, oula! Vous êtes blessé, oula, oula! Oh, les vaches! Ils m'ont tué! Mais c'est pourtant vrai qu'il saigne. Qu'est-ce que c'est qui est tombé de là-haut? Ben,
C'est cette espèce de poilon. Il pourrait faire attention tout de même. Oh là 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 là, j'y vois plus clair. J'ai sûrement le crâne fondu. Hé, la patronne, qu'est-ce qui se passe chez vous? On fout la vaisselle par la fenêtre? Comment ça? Bah, c'est du beau travail, vous avez assommé ce pauvre type. Oh, bah bref, là, autre chose. Je parie que si c'était en douille de Jules, il était en train de laver les carreaux. Jules ou pas Jules, faut le soigner cet homme. C'est pas de le regarder que ça va arranger les choses. Asseyez-vous, monsieur. Oh là 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 là, je tiens plus debout. Ah, vous n'allez pas l'installer à la terrasse dans l'état où il est. Faut le conduire chez le pharmacien. Il y en a un, 2 maisons plus loin. Pouvez-vous venir jusque-là? Oh non, 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 je peux pas. La tête me tourne et je sens plus mes jambes. Bon, si quelqu'un veut m'aider, on va le porter. Oui, Il y a qu'à empoigner la chaise. Je vais vous donner un coup de main. Oui. Vous en faites pas, mon vieux, ça sera rien. Ce sera rien, ce sera rien. On sait jamais. Le pharmacien jugea en effet que ce n'était pas grand-chose. Là, je lui ai coupé les cheveux au-dessus de la plaie, mais je ne vois rien, à part cette coupure vers la tempe. C'est mauvais, ça, la tempe. Mais non, il y a juste le vernis d'enlever. Mais qu'est-ce qu'il a reçu sur la tête? Une marmite. Un fait-tout. Je t'en fous, oui. C'était une lessiveuse. Voilà. J'ai été chercher l'agent qui est au coin de l'avenue. Il va pouvoir constater. C'est sérieux? Mais non, je ne vois qu'une simple coupure, probablement un éclat de verre. Je vais lui mettre une agrafe. Il tourne de l'œil. Eh oui, mais alors je préfère que vous le conduisiez à l'hôpital pour un examen plus complet. Hein. D'accord, vous me permettez de téléphoner? Oui. Arsène Boutmy ne passa que quelques heures à l'hôpital. L'examen ne révéla ni fracture, ni fêlure, la température était normale, et le patient ayant accepté une chopine de rouge, insidieusement offerte par l'infirmier, la faculté le renvoya dans ses pénates, entièrement rassuré sur son cas. Toutefois, ce n'est pas à son domicile que Boutmy fit stopper l'ambulance, mais au commissariat du quartier, où le magistrat municipal, en vertu d'une loi immuable, dut accueillir une plainte en bonne et due forme. Eh bien, nous allons enregistrer votre plainte. Michon, Monsieur le commissaire? monsieur va vous dicter sa déposition, vous la lui ferez signer. Bien, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Alors voilà. Je passais tout peinard rue de la Procession. À quelle heure? Bon, dans les 8h15, 8h20, mais pas plus. Quand tout d'un coup, juste devant le café des Limousins, j'entends un pétard du tonnerre de Dieu et aussi sec. Je reçois une vacherie de ferraille. Ah, mais alors un truc comique, hein? En plein sur le caberlot. Doucement, doucement, laissez-moi le temps de traduire. Nous disons, je déambulais tranquillement entre 8h15 et 8h20 rue de la Procession, lorsque devant le débit de boisson portant l'enseigne au rendez-vous des Limousins, après avoir perçu un bruit insolite, je ressentis à la tête un choc d'une extrême violence, Ah, ça m'a ratatiné, vous pouvez le dire. sous lequel je perdis conscience en m'effondrant sur le trottoir. C'est ça? Au poil. Après, Après, je me suis retrouvé à l'hosto. je ne repris mes sens qu'après avoir été transporté à l'hôpital par les soins de police secours. Voilà. En doute, dites donc, c'est rudement bien organisé, votre machin. Qu'est-ce que c'est au juste que vous avez reçu sur la tête? Ah, ça, je peux pas vous dire au juste. Parce qu'après avoir encaissé le truc dans le chignon, j'étais en pleine patate. Vous avez parlé de ferraille, c'était sans doute un ustensile de cuisine. Ça se peut bien. En tout cas, c'était drôlement lourd. Et cette chose n'est pas tombée toute seule, il a fallu qu'on la jette par la fenêtre. Comme vous dites. Mais alors là, je peux faire que des suppositions. Peut-être que le bougnat était en pétard avec sa Julie et qui se balançait le mobilier sur les endosses. En fait, tout ce que je sais, c'est que c'est moi qui a dérouillé. Je vous signale que le rapport d'agent comporte les noms et adresses de quelques témoins. Voulez-vous que je vous les communique pour votre avocat? Pour mon avocat? Ah, bah oui, c'est vrai. Faut que je porte tout ça. Ah, mon avocat? Qui est-ce? Bah, j'en ai pas encore. Mais si vous pouvez m'en indiquer un bon. Je vais vous montrer la liste. Il faudra lui donner aussi le certificat qu'on vous a remis à l'hôpital. Oui. Oui. Ah, ils sont marrants à l'hosto. Ça va, qu'ils disent. C'est tout de même pas en me glissant un thermomètre où je pense qu'on peut savoir ce que j'ai dans le cigare, non? Notez qu'il y a des moments où que ça a l'air d'aller. Et puis tout d'un coup, voilà que ça se met à tourner. Et puis alors, adieu Toto, hein? Si je fais pas fils, ça pour me taper un coup de rade, me la barrer dans la compote. Arsène Boutmy s'en fut donc voir un avocat. Malheureusement, si le commissariat est un lieu public où nous avons accès, les consultations entre avocats et clients se passent dans le silence du cabinet. Respectons le secret professionnel et passons au lendemain, où nous retrouvons Arsène Boutmy, la tête largement bandée, assis dans l'arrière-boutique de Madame Dour, la responsable. Le plus embêtant dans l'histoire, c'est que justement, j'allais voir pour une place dans le bras du faubourg.
J'y suis retourné ce matin, mais naturellement, c'était trop tard. Ce qui fait que me voilà encore sur le sable. Vous êtes au chômage? Plus maintenant. Rapport que je suis accidenté. C'est la sécurité sociale qui entre dans le coup. Alors vous allez toucher quelque chose. Mais quand? Je sais bien comment qu'ils sont. Le temps qu'ils goupillent leur paperasse et tout le tout-team, la femme et les mômes peuvent toujours claquer du bec. Écoutez donc, on peut peut-être s'arranger. Vous n'avez pas l'intention de me faire des histoires. Oh, bah je vois pas quelle histoire qu'on peut faire pour un malheureux chaudron qui tombe par la fenêtre. Oui, je vois bien que vous n'êtes pas un méchant type. Alors je vais vous donner quelques billets pour patienter, j'arrangerai ça après, avec mon assurance. Ah, parce que vous êtes assuré. Ben alors faudra leur dire que mon complet est foutu. Je sais pas ce qu'il y avait dans votre bassine, mais ça brûle le tissu. Ça doit être le produit de nettoyage. Eh ben pour ce qui est de nettoyer, ça m'arrête à mes maplures. On va arranger ça aussi. Mon mari est mort l'année dernière. J'ai 2 complets à lui qui sont presque neufs. Comme vous êtes à peu près de sa taille, ça ira comme ça. Bien sûr. Venez avec moi. On va passer à la caisse et je vous ferai un petit paquet. Tiens, c'est le gars qui a reçu la marmite sur le crâne. Me dites donc, on dirait que vous en avez pris un drôle de coup. Oh, m'en parlez pas, j'en suis encore tout schnock. Ça vous fait mal? C'est-à-dire que par moments, je suis complètement dans le cirage. Oh, ça va se tasser. Et puis vous avez affaire à une brave femme. Vous croyez? Tenez, prenez ça. Et voilà les vêtements. Vous boirez bien quelque chose. Je vais vous verser une petite Mirabelle. J'en ai justement de la bonne. Oh non, 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 merci. Je peux plus boire d'alcool depuis mon accident. Ça me tape dans la tête comme un marteau pilon. Donnez-moi un Vichy fraise. Et Arsène Boutmy, ayant bu son eau minérale relevée d'un trait de sirop, s'en fut emportant 3 billets de 1000 dans la poche de sa cotte bleue et soigneusement pliés dans du papier fort, 2 complets vestons à peine usagés, dont un bleu pétrole en pure laine d'Écosse et l'autre en tissu du prince de Galles à large carreau gris ton sur ton. Mais alors que Madame Dour se félicitait d'avoir ainsi liquidé cette petite affaire, son garçon, Jules Hector à la plantive, l'homme à la marmite malencontreuse, regardait partir sa victime d'un œil nettement réprobateur. Peut-être espérait-il hériter personnellement des dépouilles vestimentaires de son ancien patron. Peut-être trouvait-il excessif le précium doloris alloué au gémissant Arsène. Toujours est-il que, tout en torchonnant son comptoir, il se permit d'élever une manière de protestation. Vous auriez pas dû donner du fric à cet homme-là, la patronne. Ah? Et pourquoi, s'il vous plaît? Ces gars-là, c'est tout fumiste et compagnie. D'abord, il est pas fumiste, il est plombier. Et puis, estimez-vous heureux que je connais bien des maisons où on vous retiendrait ça sur vos pourboires. J'ai jamais vu les garçons payer la casse. C'est pas dans le métier. Quand il s'agit des verres, d'accord. Mais casser la gueule des gens, ça non plus, c'est pas dans le métier. Nous vous ferons grâce de la suite de cette conversation. Nous préférons rejoindre Arsène Boutmy dans une rue avoisinante où, à l'intérieur d'un établissement résolument optimiste, à l'enseigne des Amis du Massif Central, il semble avoir retrouvé un de ses bons amis. Les défaillances cervicales dont il se plaignait tout à l'heure se sont probablement atténuées car Arsène ne boit plus de Vichy fraise. Il a devant lui, et dans un grand verre, un liquide opaque, fortement alcoolisé et à saveur d'anis. Oui, une de ces boissons dites apéritives pour lesquelles nous ne ferons pas la moindre publicité. Non, mais tu te rends compte? Un Vichy fraise. Comment tu trouves le potage? Elle a cru que t'étais pas majeur. Qu'est-ce que t'as dans ton paquet? Ah, ça, c'est le bouquet. Elle m'a refilé des vieilles fringues à son défunt. Oh, oh, dis, tu rigoles? En bois que je rigole. Qu'un. Eh ben, regarde, si je te bourre le mot, regarde. Oh, la bourrique. À note que c'est presque du neuf, hein, mais tout de même. Et la dignité, qu'est-ce que t'en fous? Comme je l'ai dit. Mais madame, on n'est pas à la rue. Pour les fringues, j'ai mon abonnement aux classes laborieuses. Alors elle m'a balancé un pourliche. Comme un larbin. Tu l'as pas pris, j'espère? Oh, tu penses? J'ai été outré. Seulement, elle a profité de ça pour me glisser l'oseille dans la poquette. Alors après ça, j'aurais eu l'air bien mal appris de lui rebalancer tout le truc à la figure, non? Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Seulement, elle t'a eu. Oh? Et à quoi que tu vois ça qu'elle m'a eu? Du moment que t'as accepté une indemnité. Une indemnité. Caveureux. D'abord, j'ai rien accepté du tout. Et puis ce que je peux te dire, mon pote, c'est que tout ça, c'est plutôt des pièces à conviction. C'est sur ces paroles sibyllines qu'Arsène Boutmy quitte son ami. Et après quelques jours de rassurant silence, Madame Veuve d'Our, débitante de boissons, est convoquée au commissariat pour affaire la concernant. Vous reconnaissez, madame, avoir remis à monsieur Boutmy Arsène, 96 rue de la Croix-Verte, un lot de vêtements et une certaine somme d'argent. Le fait se serait passé en votre domicile le vendredi 11 courant à 11h45. Mais oui, monsieur le commissaire.
Est-ce que vous avez fait ces dons spontanément ou bien Boutmy les avait-il sollicités? Ben, comment vous dire, il était venu me voir, n'est-ce pas? Rapport à ce que mon garçon l'avait blessé en laissant tomber quelque chose par la fenêtre. Oui, je suis au courant. Comme il m'a dit qu'il était chômeur et qu'il avait des gosses... Oui, il a pleuré misère, en somme. Oh ben, je peux pas dire, non. On a causé un moment dans l'arrière-boutique. En l'emmenant dans l'arrière-boutique, aviez-vous une arrière-pensée? Je vois pas ce que vous voulez dire. Vous auriez pu le recevoir au comptoir, entre deux clients. Mais vous pensiez devoir lui manifester certains égards. Il avait la tête bandée. C'était la moindre des choses de le faire asseoir. Et quelle a été son attitude? Il a l'air d'un brave homme. Il m'a dit qu'il voulait pas me faire d'ennui. Et c'est à la suite de cette déclaration que vous lui avez remis de l'argent et des vêtements. Ben oui, vu les circonstances. Vous pensez que j'ai eu tort, monsieur le commissaire? Ça vous regarde. Mais je suis obligé de constater qu'en commençant à l'indemniser, vous reconnaissez l'avoir doublement lésé dans sa personne et dans son vestiaire. En commençant? C'est donc pas fini? Je n'en ai pas l'impression, puisque son avocat constitue un dossier. Il a pris un avocat pour une bricole pareille? Et je vous engage à en faire autant. Ce genre de bricole prend parfois des proportions assez curieuses. Oh ben vrai. Si je m'attendais à ça, qu'est-ce qu'il réclame? Vous le saurez par la procédure habituelle. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé à moi? Parce que les tribunaux ne sont pas faits pour les chiens, et qu'ils sont seuls qualifiés pour apprécier ce genre de dommages. Oh, ben vous parlez d'un dommage, une simple écorchure. On l'avait même pas gardé à l'hôpital. Ça veut rien dire. Le médecin qui le traite actuellement ne partage pas votre optimisme. Son rapport parle de vertige et de troubles visuels entraînant une incapacité de travail. Allons bon. Incapacité provisoire, mais qui peut très bien devenir permanente si votre homme y met un peu de bonne volonté. Qu'est-ce que je peux faire, monsieur le commissaire? Avez-vous un avocat? Non. Il faut en prendre un. Si votre adversaire est en bonne posture, c'est parce qu'il est bien conseillé. Si vous pouviez m'en indiquer un bon... Je vais vous montrer la liste. Êtes-vous assuré? Oui, monsieur. Et j'ai avisé la compagnie tout de suite. Vous avez bien fait. Ah oui. Après tout, j'ai pas à me faire de bile. C'est l'assurance qui paiera tout ça. Je n'en suis pas sûr. Ah? Là aussi, les tribunaux ont leur mot à dire. Rappelez-moi donc ce que ce type a reçu sur la tête. Ce n'est pas précisé sur les rapports. Une cocotte. En fonte? Non, en tôle. On s'en servait pour le nettoyage parce que les mailles avaient pété. Vous l'avez gardé, j'espère. Non, je l'ai mise à la poubelle. Grave erreur. Maintenant, le plaignant peut dire ce qu'il voudra. Il y a des témoins? N'y comptez pas trop. Il est évident que la pauvre Madame Dour ne pouvait trouver grand réconfort dans cette conversation. Pas plus qu'elle ne trouva d'espoir dans celle qu'elle eut avec un inspecteur de sa compagnie d'assurance dès le lendemain. Mais lisez votre police, madame. Tout ce qui est mentionné à la fin, en petit caractère, a une grande importance. En prenant l'initiative de dédommager l'accidenté, vous nous laissez sans défense. Et vous transgressez le contrat. Ouais. Enfin, c'est toujours la même histoire. Vous êtes toujours bon pour encaisser du fric, mais quand il s'agit d'en lâcher un peu, au revoir Jules. Trompez-vous, madame. Nous réglons tous les jours des sinistres. Mais une police d'assurance est un contrat dont les deux parties s'engagent à respecter les clauses. Ce que vous n'avez pas fait. Alors, si je comprends bien, votre saloperie de compagnie va me laisser me débrouiller toute seule. Mais non, madame, mais non. Ma saloperie de compagnie n'abandonne jamais ses clients. Même ceux qui la traînent dans la boue, après s'être mis dans leur tort. Notre contentieux vous aidera de ses conseils. Il faut que votre avocat se mette en rapport avec nous. Pour l'instant, je voudrais voir le garçon qui est à l'origine de l'accident. Le garçon? Ah, vous pensez bien que je l'ai foutu à la porte? Je n'allais pas garder un abruti pareil. Vous avez eu tort. Oh. Il fallait patienter jusqu'à liquidation de l'affaire. Maintenant, il va témoigner contre vous. Eh ben, on peut dire que j'ai la main heureuse en ce moment. Vous me dites que j'aurais dû garder le garçon, le commissaire me reproche d'avoir balancé la cocotte. Excusez-moi, je ne vous suis pas très bien. Vous avez balancé quoi? Le fait-tout en tôle émaillé qui est tombé sur la gueule de ce type. Pareil que j'aurais dû le garder sur ma cheminée, comme un objet d'art. Mais bien sûr. Faire disparaître le corps du délit constitue un aveu implicite. Et vous avez dit au commissaire que vous l'aviez jeté? Forcément, il me l'a demandé. Ah, c'est pas malin. Si vous n'aviez pas parlé, nous aurions pu produire, non pas le fait-tout lui-même, mais quelque objet insignifiant dont la simple vue aurait ridiculisé l'adversaire. Ah, vous faites bien mal vos affaires, madame Dour. L'accidenté n'est pas un de vos clients, par hasard? Non. Il n'a bu ici qu'un verre d'eau minérale. Et c'est moi qui le lui ai offert. Ah ah, un homme sobre. Ce sont les plus dangereux. Laissons Madame Dour aux prises avec son assureur et tâchons de retrouver notre ami Boutmy, dont l'état de santé, après tout ce que nous venons d'apprendre, ne laisse pas de nous inquiéter quelque peu. Il y a beaucoup de monde ce soir aux Amis du Massif Central. On y fait de la musique, mais Arsène Boutmy n'a pas l'air de se trouver parmi les mélomanes. Ah, mais si, le voilà. Non, nous avons eu quelques peines à le reconnaître à cause de son accoutrement.
Il porte le costume de tweed bleu pétrole ayant appartenu à défunt Monsieur Dour, et sur la tête, le béret à pompons de notre marine nationale. Oh, tout porte à croire qu'il a emprunté cette coiffure au brillant quartier-maître qui lui fait vis-à-vis, et avec lequel il est en train de consommer des liquides apparemment distillés. À vrai dire, il ne nous paraît pas tout à fait dans son assiette, le pauvre Arsène. Et le fait qu'il vient de renverser son verre semble confirmer les troubles visuels auxquels nous fîmes allusion. Il se penche vers son compagnon pour lui dire... Tel que tu me vois, mon pote, ça fait plus de 15 jours que je suis dans le coma. Après les quelques mois nécessaires à l'enquête, nous allons bien entendu retrouver nos protagonistes devant la 27e chambre correctionnelle, où Madame Dour est poursuivie pour coups et blessures involontaires. Elle y est défendue par Maître Beaubougne, choisi parce qu'originaire de Brive-la-Gaillarde, et Maître Cloquet du barreau de Paris plaide pour Boutmy, partie civile. C'est le président Lorba qui dirige l'audience et qui vient justement de prendre la parole après les formalités préliminaires. J'aimerais savoir, madame, pourquoi vous avez jugé bon de vous défaire de l'ustensile qui a occasionné les blessures dont souffre le plaignant. Il était hors d'usage. Les mailles étaient pétées de partout. Et puis de tomber par la fenêtre, ça ne l'avait pas arrangé non plus. Oh, pas plus que ça n'avait arrangé la tête de mon client. Tout à l'heure, maître. Madame, vous avez déclaré au commissaire de police qu'il s'agissait d'un fait-tout. Le fait de nous dire maintenant qu'elle était hors d'usage m'incite à croire le témoin qui prétend avoir vu une marmite. Oh, vous savez, fait tout, marmite, pour les hommes, c'est tout comme. Permettez, madame, il en va différemment pour le tribunal. Vous dites fait tout. Un témoin dit marmite. Un autre annonce une bassine, un troisième parle d'une lessiveuse, et la première personne entendue affirme qu'il s'agissait d'un poêlon. Enfin, c'est invraisemblable. J'en arrive en considérant le nombre d'ustensiles énumérés à croire qu'il y eut chez vous une bagarre générale au cours de laquelle tout le matériel est passé par la fenêtre. Une fois de plus, le rapport de police est incomplet. Il n'y a pas eu de bagarre, monsieur le président. Aucun témoin n'en a parlé. Tout à l'heure, maître Beaubougne. Donc, pas de bagarre. Je le regrette pour vous, madame, car c'eût été une circonstance atténuante. L'accident a donc été provoqué uniquement par un homme à votre service dont vous êtes par conséquent responsable, et qui effectuait le nettoyage des vitres avec des instruments non destinés à cet usage et, partant, dangereux pour les passants. Il n'aurait pas été dangereux si Jules ne l'avait pas posé en équilibre sur la barre d'appui. Il n'était pas sur la barre d'appui, il était sur le rebord de la fenêtre. Menteur! À la plantive, vous n'avez pas été interrogé. Elle m'engueule. Puisque vous êtes resté dans la salle, approchez et complétez votre déposition. Vous devez tout de même savoir ce qu'était le récipient dont vous vous serviez. C'était une marmite. En quoi? En métal. Ah, voilà enfin une précision. Ce métal était-il du fer, de l'acier, de l'aluminium, de la tôle ou de la fonte? C'était lourd? Oh là là! Quoi, oh là là? Était-ce lourd ou léger? C'était lourd. Alors c'était de la fonte? Sûrement. Vous avez entendu, madame? Mais il dit ça parce que je l'ai mis à la porte. Il n'y a jamais eu de cocotte en fonte chez moi. De cocotte, c'est possible, mais il me semble que nous nous étions mis d'accord sur une marmite. Non, j'ai jamais dit ça. Mais nous n'avons jamais dit ça. Oh, c'est infernal. Huissier, rappelez-moi le troisième témoin. Monsieur Contraste, Eugène Contraste. Présent. Approchez, s'il vous plaît. Voyons, vous nous avez bien dit que le plaignant avait reçu sur la tête... Une lessiveuse, il l'a prise en pleine poire. En pleine... quel langage. Enfin, vous êtes sûr qu'il s'agissait bien d'une lessiveuse? Ah ben, je suis pas Miro. Pardon? J'y vois clair. Oui, vous étiez lucide. À 8h du matin, ça serait malheureux. Je tiens à faire remarquer au tribunal les contradictions flagrantes de ces différents témoignages. Le tribunal les constate, maître, tout en les déplorant. Monsieur Contraste, pouvez-vous nous décrire cette lessiveuse? Ben, c'est rond, puis il y a 2 anses. Cette description peut s'adapter également à une marmite ou à une cocotte. Évidemment, il y a à boire et à manger là-dedans. Voyons, monsieur Boutmy, vous ne vous souvenez pas de la forme de l'objet qui vous est tombé sur la tête? Je me souviens de rien du tout. Mon client a totalement perdu la mémoire, monsieur le président. C'est pourquoi je vous donne la parole, maître Cloquet. Autrement, nous n'en sortirons pas. Comme vous pouvez le voir au dossier, monsieur le président, Arsène Boutmy, ouvrier hors ligne, a essayé de reprendre son activité. Conduit par le patron qui venait de l'embaucher chez une cliente où il devait réparer des appareils sanitaires, Boutmy a exécuté durant toute une matinée les gestes professionnels qui sont chez lui des réflexes naturels. Puis il est descendu vers midi pour prendre son repas dans un restaurant voisin, et quand l'heure fut venue de reprendre son travail, il s'avéra incapable de retrouver l'adresse de sa cliente. Pas plus d'ailleurs que celle de son employeur, ni même celle de son propre domicile. Et ce sont les agents qui, le trouvant errant sur la voie publique... Le rapport dit titubant sur la voie publique. De fatigue, monsieur le président.
Ce sont les agents qui ont dû le reconduire chez lui, où l'attendait sa famille angoissée. Qu'il me soit permis de sourire. Maître Bobougne, vous n'avez pas la parole. Je vous la demande, monsieur le président. Nous vous écoutons. Si le sieur Boutemi a oublié le chemin du travail, il n'a pas pour autant, et en dépit des angoisses de sa famille, perdu celui qui le mène au bistrot qu'il fréquente quotidiennement. Encore faudrait-il le prouver. Volontiers, mon cher confrère, car nous avons nous aussi nos rapports de police. Et il y est mentionné que, le jour même où Boutemi fut reconnu inapte à tout travail, il était identifié dans un débit de boisson à l'enseigne des Amis du Massif Central et manifestement en état d'ivresse. Vous retardez, mon cher confrère. De nos jours, et en ce qui concerne l'ivresse, le constat dévisu est sans valeur. Il faut une analyse du sang. Alors l'avez-vous? Je ne le crois pas réellement nécessaire, étant donné les termes du constat. Nous avons vu le sieur Boutemi consommer à toutes les tables entre lesquelles il circulait, coiffé d'un béret de marin à pompons rouges et beuglant des chansons obscènes pour amuser la galerie. Dans ces conditions, je me demande à qui vous ferez croire que votre client était malade. Ouais, mon cher confrère, le fait d'être aperçu dans un lieu public, coiffé d'un béret à pompons rouges, n'implique nullement que l'on soit en bonne santé. Mais personnellement, si je voyais le président de la 27e chambre, aux Amis du Massif Central, chantant le répertoire des salles de garde et coiffé d'un béret à pompons rouges, eh bien je me dirais tout simplement le président leur bas est certainement souffrant. Maître Cloquet, vous n'avez pas à me mettre en cause. Oh, je m'en excuse, monsieur le président. L'éventualité que vous soulevez n'est pas à envisager. Mais c'est précisément ce qui m'a incité, monsieur le président, à prendre pour exemple l'homme qui, pour nous tous, représente la vertu. Oui. Continuez, maître Bobougne. Maître Cloquet, je n'aime pas votre façon de plaider. Alors, c'est probablement la bonne, car je vous rappelle que nous sommes adversaires. Et je m'élève avec la dernière énergie contre vos dénégations. Vos renseignements, tout comme les miens, sont issus de la police officielle. Et je ne vois pas pourquoi les uns seraient tenus pour valables et les autres considérés comme nuls et non avenus. Mais, mon cher confrère, qu'appelez-vous mes dénégations? Et à quel moment ai-je nié quoi que ce soit? Mais depuis le début de cette audience, je me tue à dire que mon client a perdu non seulement la mémoire, mais le contrôle de son comportement, aussi bien sur le plan professionnel que dans sa vie privée. Ceci posé, quand vous affirmez que le malheureux Boutemi se montre en public bizarrement accoutré, qu'il tient des propos inconsidérés et se montre hors d'état de résister aux mauvais plaisants qui le poussent à boire, eh bien vous ne faites, si j'ose dire, qu'apporter de l'eau à mon moulin. Et je précise que cet homme sobre de nature, avantageusement connu dans sa corporation et son quartier, ne se trouve dans l'état qui suscite chez vous une ironie que je ne saurais partager, que depuis l'accident dont votre cliente est entièrement responsable, et dont nous vous demandons réparation. Bon, nous n'en sommes pas là. Ah, nous allons y venir, maître, car il me semble que cette affaire a assez duré. Je vais donc plaider. Ah, je vous en saurai gré. Mais nous devons d'abord entendre l'expert qui doit nous fixer sur l'état de santé du demandeur. Docteur Parmi, s'il vous plaît. Nom, prénom, âge et qualité. Parmi, Léon, 69 ans, médecin psychiatre. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, levez la main droite, dites je le jure, merci, nous vous écoutons. Le sieur Boutemi, Arsène, qui a été soumis à notre examen, présente indubitablement des troubles cérébraux qui sont allés jusqu'à la démence, sont susceptibles néanmoins de perturber, dans une certaine mesure, son comportement dans la vie normale. Parfait. C'est précisément cette mesure que nous vous demandons de bien vouloir apprécier. Il m'est difficile de le faire, étant donné qu'il s'agit d'un malade en pleine évolution. Ah, et vous pensez que la déficience n'est pas stabilisée et que l'état du patient peut encore changer? Du jour au lendemain, il peut être complètement guéri dans 1 heure ou considérablement aggravé dans les 5 minutes qui vont suivre. Et tout cela dans des proportions tout à fait imprévisibles. Voilà qui ne simplifie pas la tâche du tribunal. On ne peut indemniser un homme provisoirement abruti de la même façon qu'un gâteux définitif. Pouvez-vous nous préciser les troubles plus particulièrement susceptibles de gêner M. Boutemi? Troubles de la mémoire, d'abord. Qui se concrétisent comment? Par exemple, j'avais donné rendez-vous à Boutemi à une date et 1 heure précise. Il s'est présenté 6 jours avant. Non, ce peut être une erreur. Ah non. Non, car après notification formelle de l'instant fixé pour notre entrevue, il s'est présenté néanmoins les 5 jours suivants
Et toujours à une heure différente, une fois même au milieu de la nuit. Tiens, et quoi encore? Trouble visuel, et cela très apparent. C'est ainsi que pour sortir de mon cabinet, Boutmy tenta d'emprunter plusieurs fois la porte d'un meuble, évidemment sans issue, puisqu'il s'agissait d'un bahut breton. En effet. Maître Bobogne, vous voulez poser une question? Pour sortir de chez vous, docteur, votre client n'a jamais essayé de passer par la fenêtre? Évidemment. Quoi, évidemment? Boutmy n'est pas fou allié par la fenêtre. Mais le halo lumineux des vitres doit tout de même lui rappeler quelque chose. Qu'en dites-vous, Boutmy? Moi, je me rappelle de rien. Bon. Docteur, extérieurement, le patient ne montre pas de cicatrice. L'examen approfondi a-t-il décelé des traumatismes internes de quelque importance? Non. Ah ah. Mais cela ne veut rien dire. Ah non? Oh, il faut surtout ne pas se baser là-dessus. J'ai vu des hommes avec la tête à moitié aplatie et qui raisonnaient comme vous et moi. Et d'autres qui n'avaient même pas une égratignure étaient néanmoins complètement idiots. Dans le cas qui nous occupe, où pouvons-nous situer le plaignant? À mi-chemin? À peu près. Je vous remercie. Madame Dour, vous qui n'avez rien reçu sur la tête et qui n'avez aucun titre à perdre la mémoire, vous ne voulez toujours pas nous dire ce qu'était l'instrument qui a assommé M. Boutmy? Mais je vous l'ai dit, monsieur le président. C'était un fait-tout en tôle émaillé grand comme ça, à peu près. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez le fait-tout ravageur. Maître Cloquet, vous tenez à plaider? Oh, je pense que c'est inutile, monsieur le président. Les faits sont suffisamment éloquents. Vous avez raison. À vous, maître Bobogne. Messieurs, la tâche qui nous est dévolue aujourd'hui est particulièrement difficile. Nous le déplorons, maître, sans y pouvoir quoi que ce soit. Venons-en au fait, s'il vous plaît. Et si cette tâche est ardue, ce n'est pas parce que notre cliente est indéfendable, loin de là. La cause que nous soutenons est incontestablement celle de la parfaite innocence et de la plus entière bonne foi. Mais il est de toute évidence que l'adversaire a su créer astucieusement un climat défavorable à la défense, et ce, par des moyens que je laisse au tribunal le soin d'apprécier en toute connaissance et en toute équité. Oui, je vous prie, maître. Enfin, vous m'avez donné la parole, monsieur le président, alors je présume que c'est pour le plaider. Mais oui, plaidez donc, mais sans remonter à Saint-Louis ou à Salomon, comme vous avez coutume de le faire. Au fait. Messieurs, vous avez devant vous, d'une part, une pauvre veuve dont la seule ressource est le petit commerce que lui laissa son défunt mari et qu'elle essaye de mettre en valeur, tant bien que mal. Plutôt mal. D'autre part, un travailleur intermittent, habitué des caisses de chômage, qui veut manifestement profiter d'un incident bénin et grossi à plaisir pour se procurer les subsides qu'il est incapable de gagner par son travail. Moi, je proteste. Maître Cloquet, vous avez dit que vous ne plaideriez pas. Monsieur le président, après que mon client ait été grièvement blessé corporellement par l'imprudence, l'incurie, l'incapacité de notre adversaire, mais il m'est impossible de le laisser maintenant insulter dans son honneur professionnel. Mais je n'insulte personne, je constate un fait. Je tiens à rappeler solennellement à mon confrère qu'un chômeur ne saurait être un objet de dérision et de mépris, mais qu'il est un individu valable, dont l'inaction est indubitablement involontaire, puisqu'il est protégé et secouru par des lois en vigueur que nous n'avons pas à discuter ici. Dieu merci. Au surplus, son état physique a été dûment constaté par un expert accrédité auprès des tribunaux, et des témoins dignes de foi sont d'accord sur les circonstances de l'accident. Vous ne ferez croire à personne que cet homme n'est pas un simulateur. Sa prétendue maladie ne l'empêche pas de manger, de boire et d'aller faire le zouave dans les bistrots. Bon. La cause est entendue. Le tribunal va rendre son jugement. Le président se penche vers son assesseur de droite, lequel hoche la tête de bas en haut. Puis vers son assesseur de gauche, qui branle le chef de haut en bas. Il se tourne maintenant vers la salle. Le tribunal, après en avoir délibéré, attendu que la veuve d'Ours s'est rendue coupable de négligence en confiant à un employé dont elle est responsable un travail auquel il n'était pas par définition particulièrement affecté, et ce, en un lieu surélevé dominant une rue trépassante où ce travail ne pouvait être exécuté sans faire courir de risque aux usagers de la voie publique. Attendu que les instruments employés à cet office de nettoyage relevaient également du pur amateurisme et ne pouvaient être normalement stabilisés par le lessiveur bénévole.
Attendu que le principal de ces instruments, que Madame Veuve d'Ours s'est d'ailleurs abstenue de produire devant la justice, était apparemment une marmite désaffectée, dont la taille et le poids rendaient l'usage éminemment dangereux en l'occurrence. Attendu que tous les témoins de l'accident sont d'accord pour affirmer que le dit ustensile, après avoir défoncé la verrière, a terminé sa trajectoire sur la tête de M. Boutmy, Arsène, lequel se trouvait précisément à l'aplomb de la fenêtre au moment de la chute de l'objet incriminé et qu'ils ont dû transporter le plaignant inanimé dans une proche pharmacie. Vu le rapport de l'agent 6892 qui déclare avoir assuré le transfert du blessé à l'hôpital Barbotan où il fut admis. Vu le certificat du médecin traitant signalant qu'après le mieux provisoire souvent constaté dans les traumatismes crâniens, le patient avait manifesté une rechute grave caractérisée par des troubles de la mémoire et de la vue. Vu le rapport du docteur Parmy, expert près les tribunaux de la Seine, confirmant le diagnostic de son confrère et faisant toute réserve sur les suites à intervenir. Attendu la déposition verbale du dit expert. Attendu que la veuve d'Ours a implicitement reconnu ses torts en tentant d'indemniser le plaignant en argent et en nature. Attendu que Boutmy, Arsène, estimant que ses dons ne représentaient qu'une faible partie du dommage causé, les a fait déposer au greffe par le truchement de son avocat. Attendu que la veuve d'Ours ne peut expliquer la réelle légèreté de son comportement qu'en alléguant la légèreté toute relative de la marmite en cause. Par ces motifs, condamne la veuve d'Ours aux frais et dépens et au versement d'une provision de 500 000 francs entre les mains de Boutmy, Arsène, sans préjudice des complications susceptibles d'intervenir dans le cas du plaignant et qui pourront être jugées ultérieurement. L'audience est levée. Condamne la veuve d'Ours au versement d'une provision de 500 000 francs entre les mains de Boutmy, Arsène, sans préjudice, etc. Et ben voilà. Bien entendu, nous nous garderons de prendre parti. Remarquons toutefois que la diminution des facultés mentales invoquées par Boutmy ne l'a pas empêché de mener sa barque avec une extraordinaire habileté. Il a su choisir un bon avocat, dont il a évidemment suivi à la lettre les conseils avisés, prendre toutes les précautions utiles au moment précis où il convenait de le faire, en un mot, mettre tous les atouts dans son jeu. Bien sûr, il est regrettable que la corporation des plombiers zingueurs soit privée d'un élément dont on nous dit qu'il était de tout premier ordre, bien que nous ne l'ayons jamais vu à l'œuvre. Nous tâcherons de nous consoler en pensant qu'un homme d'une telle valeur ne restera pas dénué de ressources et qu'il pourra meubler son inaction forcée en se livrant à ses plaisirs favoris, à savoir la dégustation alternée des bons vins de France et des liqueurs dites apéritives ou digestives et la fréquentation des milieux intellectuels analogues aux amis du Massif central où nous avons déjà eu la chance de le rencontrer. Quant à Madame d'Ours, qui est, et cela se conçoit un peu, assez déprimée, nous allons la rejoindre à la buvette du palais, où son avocat s'efforce de la réconforter. Dès le début, je vous ai dit que cette affaire était mauvaise. Nous sommes tombés sur un homme retors et de mauvaise foi, et la façon dont vous y êtes prise me laissait sans argument pour le contrer. Et puis, il avait un bon avocat, lui. D'autant meilleur que vous aviez fait bénévolement les 3/4 de sa besogne. Enfin, tout est de ma faute. Ne vous énervez pas, madame, et essayez de comprendre. Je comprends qu'ayant raison jusqu'à la gauche, je suis tout de même dans la mélasse jusqu'au cou. Et il ne tient qu'à vous d'en faire monter le niveau, madame, en allant en appel avec un de mes confrères, devant lequel je m'effacerai volontiers. Vous verrez que le jugement y sera confirmé, et probablement aggravé par quelque nouvelle invention de l'adversaire. C'est quand même un peu fort. Et l'assurance, qu'est-ce qu'elle fout dans tout ça? Vous avez la possibilité de l'attaquer, mais je vous le déconseille formellement. Elle invoquera la faute grave qui vient d'être relevée contre vous et arguera de la rupture de contrat consommée par votre initiative. Eh ben, pour une femme seule, la vie est une belle vacherie. C'est une vérité première, mais qui n'a pas cours en matière de justice. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bon Dieu? Payer. Vous vous rendez compte? 500 billets. Vous avez intérêt à les donner si cela coupe court à tout. C'est un arrangement à intervenir entre avocats. Moi, je suis en bon terme avec Maître Cloquet, qui vient justement de s'installer à l'autre bout de la salle avec votre ami Boutmy. Ne les regardez pas, laissez-moi faire. L'avocate de Madame d'Ours se lève et appelle son confrère. Ernest Hé, une seconde, s'il te plaît, j'ai un mot à te dire. Il la tire à l'écart, les deux hommes semblent effectivement assez liés, et rien ne subsiste de l'acrimonie de l'audience. Alors, Antoine, avais-tu déjà vu une affaire aussi marrante? Oh, j'avoue que tu as été irrésistible. Mais entre nous, tu avais la partie belle. Mais j'espère faire mieux la prochaine fois, car vous faites appel, naturellement. Non. C'est dommage. Si ton plombier croit qu'il a posé un robinet inépuisable sur le tiroir caisse de ma cliente, il se trompe. Mais ça représente des sous, un bistrot. Oh, pas celui-là. Depuis la mort du patron, la maison est complètement tombée. Et si tu ne te contentes pas de ce que tu as obtenu en première instance, tu risques de faire chou blanc, car nous sommes déjà hypothéqués. Tu en es bien sûr? Certain. Mais tu as tout avantage à arrêter les frais.
Oh, sans aller jusqu'à dire que tu essaies de me fourrer dedans, tu me permettras tout de même de prendre quelques renseignements. Nous en avons suffisamment entendu pour savoir que Madame Dour est, comme on dit, dans le bal, et que, bon gré mal gré, elle devra danser. La suite de l'histoire ne présente qu'un intérêt relatif et la succession des instances deviendrait vite fastidieuse. Essayons plutôt de tirer de cette fable, un brin faubourienne, un semblant de moralité. Auditeurs, mes amis, n'oubliez jamais qu'une marmite détournée de son usage primordial et imprudemment posée sur le rebord d'une fenêtre peut avoir le souci de retourner à sa destination première et de mijoter du fricot, non pas pour son propriétaire, mais pour tout autre quidam assez malin, astucieux et opportun, susceptible de passer au moment précis où il doit la recevoir sur la tête. La marmite, drame judiciaire de René Lefebvre, était interprété par Paul Fèvre, le passant accidenté, Geneviève Morel, la malheureuse victime, Jean Valton, les avocats des deux parties, et Jacques Provin, le président du tribunal, avec Yves Duchâteau, Becky Rosanès, Florence Brière, Guy Decomble, Jean Chevrin, Hubert Deschamps, Jean Bollot, André Vasselet, Bernard Dumaine, Pierre Marteville et l'auteur René Lefebvre qui vous a lui-même présenté son histoire. Voici quel était le fait divers attitré, lu à notre émission du 21 décembre dernier. Londres. Un infirmier irlandais âgé de 25 ans tente, en présence de 2 journalistes, de battre un record original. Il parlera sans s'arrêter durant 127 heures. S'il réussit, sa dernière parole sera prononcée samedi à 19 heures. Il a pris pour thème les choses bizarres de la vie. Le temps nous étant plus mesuré aujourd'hui qu'à l'Irlandais dont il vient d'être question, nous nous excusons de limiter plus que d'habitude l'énoncé des meilleurs titres qui nous ont été envoyés, pouvant convenir à ce fait divers. Nous avons récompensé aujourd'hui Madame Dermain, à Béziers, qui a doublement mérité le roman policier que nous allons lui adresser, puisque, à elle seule, elle nous a fait parvenir 5 propositions de titres, qui toutes, comme vous allez en juger, méritent une mention. D'abord, jeu de mots. Ici, l'on prêche. L'oraison du plus fort. Une voix ferrée. Un homme de parole. Madame Dermain, toutes nos félicitations. Quantitativement et qualitativement, vous avez cette semaine bien gagné le prix de la semaine. Nous vous donnons lecture maintenant du prochain fait divers pour lequel nous vous invitons à trouver un titre. Cet amusant fait divers nous a été envoyé par mademoiselle Odette Schwing à Paris, 16e. Grenoble. Il y a une semaine, une camionnette transportant un veau était bloquée par la neige au col du Lotaret, à 100 mètres de la maison cantonnière. Comme l'animal refusait obstinément de quitter le véhicule, son propriétaire dut le nourrir au lait concentré sucré qu'il préparait sur un réchaud de camping. Il fallut 8 jours aux ponts et chaussées pour parvenir jusqu'au camion et délivrer le ruminant, qui ne semble pas avoir souffert de son séjour dans les neiges. Ne manquez pas de nous poster vos réponses avant samedi. Les meilleurs titres seront lus à notre émission du 1er février. C'est à Jacques Florent et à André Maheu que nous avons demandé cette semaine de choisir un fait divers pour vous raconter une histoire. Ce fait divers est le suivant. Londres. Une des ouvreuses d'un cinéma de Leeds a été poignardée par un inconnu au cours de la projection d'un film policier. La victime a été transportée à l'hôpital. Le criminel est activement recherché. Parmi les nombreux expéditeurs de ce fait divers, un tirage au sort a désigné comme gagnant de la brochure dédicacée Madame A. Duriez à Paris. D'ores et déjà, les auteurs ont décidé d'intituler leur histoire « Pochette surprise ». Ce titre, on en conviendra, s'adapte à merveille à une aventure mystérieuse qui se déroule dans une salle obscure de cinéma. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont.
Il arrive qu'un mari perde sa femme parce que celle-ci décide qu'elle en a assez du domicile conjugal, ou parce qu'elle veut refaire sa vie avec un autre mari, ou parce que, frappée d'amnésie, elle ne retrouve plus ni son mari ni sa maison. Mais l'histoire que nous raconte Howard Brown au cours de l'excellent roman intitulé Ni vu ni connu que publient les éditions d'Itis dans la collection Detective Club présente une version originale d'un malheur vieux comme le monde. La voici. Un jeune et prospère agent de publicité, Ames Coriel, revient dans sa maison de Bay Point avec sa jeune femme Léona et leur petite fille qu'il est allé chercher dans le Maine au terme de leurs vacances. Ils arrivent de nuit après 2 étapes en cours de route et sous une pluie torrentielle. Léona, qui dormait à l'arrière de la voiture avec l'enfant, se réveille et court à la porte pour l'ouvrir, tandis que son mari se charge de la petite fille. Mais quand il redescend après avoir posé celle-ci sur son lit, il cherche en vain sa femme dans le reste de la maison. Elle a disparu. Le sac, les clés, l'écharpe, tout est là, mais de Léona, plus de traces. Il semble qu'elle n'ait fait que traverser la maison de part en part, ressortant par la porte de la cuisine, et qu'elle a totalement disparu. Ames, qui après une horrible nuit de vaines recherches se décide à prévenir la police, se heurte au taciturne et méfiant lieutenant Box, lequel n'est pas loin d'insinuer qu'entre la dernière étape et Bay Point, Ames pourrait bien avoir disposé criminellement de sa femme. Car enfin, pour expliquer cette invraisemblable disparition, il n'a que la parole du mari. Celui-ci qui a pris en haine ce policier trop zélé décide de chercher Léona de son côté et met en branle les immenses ressources de la radio et de la télévision. Écrans et postes se relaient pour lancer un appel désespéré « Avez-vous vu Léona ?» Les péripéties de cette enquête sont des plus passionnantes et peu à peu, grâce aux ondes, on voit se dessiner le labyrinthe dans lequel la jeune femme s'est perdue. Bien entendu, mes auditeurs ne s'attendent pas à ce que je leur dise si oui ou non on retrouve Léona, non plus que les raisons et le mécanisme de sa disparition. Ils m'en voudraient beaucoup de les priver de maintes surprises dramatiques et d'un dénouement qui les tiendra en haleine jusqu'à la dernière phrase. Et puisque cette émission est réservée par chance au bon roman, je cite celui de Jacques Chaban, « Crime au concert Mayol », qui nous ramène en zone française et vient de paraître chez Hachette dans la collection Le Point d'interrogation. Nous avions déjà lu un très bon roman de Léo Mallet, Meurtre aux Folies Bergères, dans la même collection. C'est dire que la profession de dame déshabillée n'est pas de tout repos, du moins dans la fiction policière. Le livre de Jacques Chaban, indépendamment de l'énigme qu'il comporte, est le spirituel commentaire d'une revue nue et ingénue, vue de l'autre côté de la rampe. Même sans assassinat, ce serait amusant, mais il y a assassinat, c'est dire que nous sommes gâtés. Les spectacles vus par Roger Régent. C'est tous les ans la même chose. Après les nouveautés qui apparaissent en masse à la veille des fêtes, les théâtres et les cinémas restent sur leur position pendant le mois de janvier. C'est, paraît-il, le plus mauvais mois pour les recettes. Les portefeuilles sont vidés par toutes sortes de petits Noëls, par le terme, par quelques séquelles d'impôts. Bref, on ne se précipite pas dans les salles de spectacle. Alors, personne ne veut lancer son nouveau film ou sa nouvelle pièce pendant ce mois maudit. C'est une raison de plus pour admirer le courage de ces héros qui bravent cette impécuniosité saisonnière et sortent une œuvre de qualité. Ainsi, il serait dommage que le public n'allât pas nombreux voir Le Dernier Pont, qui vient de paraître alors que la trêve des confiseurs n'était même pas encore terminée. C'est un film qui peut, à plus d'un titre, piquer notre curiosité. D'abord, il est l'œuvre d'Helmut Kautner, qui fut, avec Weitarland, le seul metteur en scène allemand de l'époque nazie ayant du talent. Ensuite, Le Dernier Pont est un film austro-yougoslave, ce qui présente un caractère de coproduction inhabituel, donc intéressant. On savait que l'histoire qui se déroule en Yougoslavie au début de 1944 présentait le cas de conscience d'une jeune Allemande kidnappée par les partisans et touchée par la vie de ces hommes dans le maquis et sacrifiant tous les jours leur vie pour défendre leur sol et leur liberté. On était très inquiets, il faut bien l'avouer, car un tel sujet traité par un Allemand, nous avons malheureusement vu trop de démonstrations spectaculaires dans cet ordre d'idées. Eh bien, soyons justes, l'ouvrage est réalisé avec une discrétion, une dignité, un sens humain remarquable. La jeune doctoresse allemande
ne se découvre pas tout à coup la vocation antifasciste. Elle ne trahit ni ses compatriotes, ni ses partisans avec qui elle vit dans les montagnes serbes. Le personnage est d'une probité intellectuelle et morale absolue. Cinématographiquement, l'œuvre est aussi remarquable. Il y a par-ci par-là des longueurs, notamment dans les épisodes de guérilla. L'auteur aurait dû alléger tout ça. L'intensité dramatique du film serait plus grande. Mais, en dépit de ces tableaux inutiles, il faut voir ce film. La fin, lorsque les fusils allemands et yougoslaves de part et d'autre de la rivière se taisent tout à coup parce que la jeune fille traverse le pont, c'est une très belle image. La qualité du silence en cet instant est exceptionnelle. Il faut ajouter que le dernier pont, ce fait divers qui fut hélas tiré pendant les années sombres à tant d'exemplaires, est parfaitement joué par l'actrice autrichienne Maria Schell. Elle est émouvante, sobre, d'une beauté simple et humble, de personne vraie, si loin de cette beauté de star, faite de pots de crème, de pinceaux et de fer à friser. C'est bien agréable de trouver cette écorce humaine chez une vedette de cinéma. Un regrettable concours de circonstances, indépendant de notre volonté, nous a empêché récemment d'annoncer que l'écrivain Jean d'Alvez, l'auteur de ce remarquable roman L'homme à punir qui parut l'an dernier, avait fait choix d'un fait divers pour s'en inspirer en vue d'une histoire. Nous nous en excusons auprès de Jean d'Alvez et de nos auditeurs. Voici ce fait divers. On a volé 6000 pilules mortelles. La police de Toronto est sur les dents à la suite du vol de 6000 pilules de chlorure de mercure. Chaque pilule peut tuer un adulte. On craint que les voleurs, se rendant compte du danger, se débarrassent des pilules en les jetant dans la rue et que des enfants les prennent pour des bonbons. C'est M. Gaston Blanchet à Bordeaux qui recevra la brochure dédicacée pour l'envoi de ce fait divers. Vous pourrez entendre mardi prochain l'histoire qui en a été tirée. Il s'agit d'une course dramatique contre la mort et contre la montre. Jean d'Alvez l'a intitulée « Alerte au typhus ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud. Ce soir, vous avez pu entendre La Marmite, une comédie judiciaire de René Lefebvre, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Assistant Jean Garetto, réalisation Pierre Billard. Nous rappelons à nos auditeurs que tout le courrier concernant cette émission est à adresser à Émission Faits divers, Radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle, Paris, 7e.